Bonjour, je suis Olivia. Je souffle parce que ce n'est pas la première fois que je démarre cette vidéo et pour cause, c'est une vidéo qui est difficile à commencer puisque je vais parler du viol. C'est donc une vidéo, c'est la 8e de la série sur le sujet du viol. Mais dans cette vidéo, je tiens à parler de mon grand-père maternel. Et ce n'est pas sans mal et difficulté que je la commence, que je vais en parler, pour plusieurs raisons. Il y a déjà une raison parce que c'est pas facile, c'est un sujet pas facile, vous le comprenez sûrement, parce que je découvre que, le sujet m'atteint encore, me peine encore d'une certaine façon, et puis notamment je m'adresse vraiment à mon grand-père maternel, décédé aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, il est décédé à l'âge de... J'ai pris quelques notes pour pas perdre le fil. Il est décédé à l'âge de 76 ans, en 2003, donc ça fait quelques années. C'est difficile pour une autre raison, c'est parce que voilà, j'en parle publiquement et il y a sûrement possibilité que ça affecte ou que ça heurte ma famille, peut-être mes sœurs, mes oncles, mes tantes, notamment pour qui ce grand-père est leur père. Peut-être ma mère ou peut-être mon père ou mon entourage, mes proches, mais en tout cas mes cousines, mes cousins, donc je pense voilà ma famille proche. Car pour mes cousines et mes cousins, ce grand-père dont je vais parler est aussi leur grand-père. Donc voilà, toutes ces raisons font que c'est difficile d'en parler. Mais pour moi, il me semble important et essentiel de déposer ce que j'ai envie de dire, d'exprimer, car il s'agit de mon histoire. Et dans mon histoire, il y a mon père, ma mère et leurs parents respectifs, à savoir mes grands-parents maternels, mes grands-parents paternels, dont ce grand-père maternel. Donc mon grand-père maternel est ce qu'on définit comme un pédophile. Donc je donne la définition de pédophile. C'est quelqu'un qui éprouve une attirance sexuelle pour les enfants, pour les petites filles ou pour les petits garçons, ou les deux. Alors, je ne vais pas rentrer dans la complexité de qui est le pédophile. Je ne vais pas établir un profil de ce caractère. Je ne suis pas, spécialiste sur le sujet. Quand bien même j'ai pas mal d'éléments de compréhension du personnage, je n'ai pas envie de m'étaler, de détailler là, ici. Ce qui, moi, me semble important là, c'est simplement quelles sont les conséquences pour moi directement d'avoir dans ma lignée un grand-père pédophile, violeur, qu'on caractérise aussi de grand-père incestueux. Donc incestueux qui c'est très difficile de parler là. J'hésite à couper la vidéo encore une fois, mais je sais que c'est nécessaire car pour moi il y a encore des choses en suspens qui ont vraiment besoin d'être nettoyées et définitivement bouclées, parce que moi je considère que tout ce qui peine dans la vie, tous les sujets dont on a des difficultés à parler ou des difficultés à
à parler d'abord, dans un premier temps. Je considère que ces difficultés, si elles sont toujours là au présent, elles peinent dans votre propre vie, elles peinent dans nos propres choix au présent, elles peinent dans notre réalisation personnelle. Donc pour moi, il y a plusieurs façons de vivre ces choses-là, ce genre de choses, ce genre de difficultés. Il y a plusieurs manières d'appréhender les situations. Pour ma part, en ce qui me concerne pour les difficultés ou les problèmes dans ma vie, je suis plutôt encline à en parler librement, ouvertement, après avoir digéré personnellement la chose, on va dire, après avoir à peu près cerné certains éléments, en les ayant à peu près digérés, façon de parler, pour pouvoir ensuite en parler librement. J'en parle là librement, mais voyez que ce n'est pas sans hésitation, sans émotion là, j'ai quand même eu les larmes qui montaient à chaque fois là que j'ai coupé la vidéo. Donc je suis quand même dans la maîtrise, je ne laisse pas totalement le flot d'émotions transparaître, et pourtant il y aurait nécessité. Mais voilà, je fais confiance, je me fais confiance, je laisse faire. Donc voilà, ce que je voulais dire, ce sont les conséquences directes. Quelles sont les conséquences directes sur moi d'avoir dans ma lignée un grand-père pédophile, incestueux? Alors directement, sur mon corps physique, on va dire, il n'y a rien eu, il n'y a rien. Dans ma psyché, on va dire, il n'y a rien de façon directe. Je n'ai pas eu de symptômes, peut-être autistes. Je n'ai pas eu de symptômes d'être un enfant en difficulté ou à l'école ou sur le plan motricité fine ou motricité moteur. Enfin, je sais pas si ça se dit. Bon, bref. Directement, on va dire, je n'ai pas été touchée, je ne suis pas touchée. Indirectement, y a-t-il des conséquences à être touché lorsque nous avons dans notre lignée un meurtrier, un prédateur, un pédophile? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, car c'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes, c'est transgénérationnel, ça a trait à la psychogénéalogie. Alors pareil, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, mais pour pour chercher et pour être une curieuse de nature, pour être une chercheuse de nature, j'ai des pistes sur ce qu'est la psychogénéalogie, le transgénérationnel, etc. Donc oui, les actes qui ont été commis par ce grand-père ont eu des conséquences sur moi de façon indirecte. Et puis, au bout du compte, si on regarde le cheminement, on pourra quand même dire qu'au bout du compte, il y a eu des conséquences directes. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Je développe. Donc mon grand-père maternel a abusé, a violé, a abusé sexuellement ma mère à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, de ses 17 ans. Ma mère a encore des souvenirs flous quant à la première fois que ça s'est passé. Elle situe difficilement quand est-ce que ça a commencé, car elle dit 9 ans, peut-être 8 ans, mais voilà, c'est à peu près, c'est une datation approximative, jusqu'à l'âge de ses 17 ans, lorsqu'elle a quitté le foyer de la maison.
Donc, à cette période, lui avait 37 ans. Voilà, c'était un homme de 37 ans qui avait des rapports sexuels avec ma mère, qui elle en avait 9, 8 ou 9. Ce qu'il est important pour moi de vous dire aussi, c'est que mon grand-père, voilà, est, comment dire, est le père d'une fratrie de 11 enfants. Ma grand-mère maternelle a eu quelques fausses couches après la naissance de ses 11 enfants. C'est elle qui m'en avait parlé aussi. Ils auraient dû être 11, 12, 13, 14. Voilà, 14. 13, 14. Bon, bref, ça, c'est passons. Voilà, mon grand-père donc a abusé sexuellement ma mère pendant toutes ces années, faites le compte, 8-9 ans jusqu'à 17 ans. Là, j'arrive pas à calculer mentalement. Je suis dans un sujet un peu brumeux. C'est super dur d'en parler. J'ai vraiment envie d'arrêter la vidéo. Dans cette fratrie de 11 enfants, il y avait 6 filles et 5 garçons. Je vais pas parler de mes tantes ou de mes oncles, mais brièvement, c'est tout de même à l'heure de penser que ce père pédophile avait des rapports sexuels qu'avec une seule de ses filles. Et c'est aussi une ineptie de penser que ce père avait des rapports sexuels uniquement avec l'une de ses filles et n'ait pas eu d'approche, comment dire, d'abus envers l'un ou plusieurs de ses fils. Je n'ai pas tous les éléments sur l'histoire, mais je ne m'en prononcerai pas plus là-dessus. Je parlais de mon histoire, et dans mon histoire, directement est impliquée ma mère et mon père et mes grands-parents. Donc voilà, je m'attarderai sur l'histoire de ma mère. Alors si je parle de ça, c'est parce que je trouve que c'est vraiment important de savoir qui ont été nos grands-parents, nos parents, qu'est-ce qu'ont vécu nos grands-parents, nos parents. J'ai quand même un peu cherché à savoir pourquoi mon grand-père en était arrivé là, à avoir des comportements inappropriés. J'ai cru comprendre, j'ai compris que son propre père était un homme très très dur. Je me souviens vaguement d'avoir vu une photo de son père, il me semble, je me rappelle plus, mais c'est une seule fois, j'ai vu la photo de mon arrière-grand-père, et dans ce qu'il dégageait, dans ce qu'il vibrait, il y avait vraiment une très 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 forte dureté. C'est plus que de la rigidité, mais il y avait quelque chose de très 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 dur, pour presque dire quelque chose de violent. J'ai donc compris par des souvenirs de ma mère, enfin voilà, de ses dires, que voilà, mon arrière-grand-père maternel était très dur avec ses enfants. Il avait 2 fils ou 3 fils, je ne me rappelle plus, mais voilà, il avait été très dur. Quelque part, on peut comprendre le comportement de mon grand-père pour avoir eu un père lui-même dur, dans une rigidité, enfin plus que rigidité, dans une très forte violence. En termes d'abus sexuels, je ne sais pas, voilà, je ne peux pas me prononcer, mais j'entends moi très bien que cet arrière-grand-père a pu lui aussi subir des sévices, des tortures, quelle que soit la caractéristique sexuelle ou non, mais déjà là, sur un plan généalogique, on voit très bien que de génération en génération se perpétue quelque chose. Hein.
Voilà, c'est ça qui est important de saisir, j'ai envie de dire. Donc, pour en venir à moi directement, ma mère a eu l'enfance qu'elle a eue, l'adolescence qu'elle a eue. C'est encore très compliqué pour elle, elle n'en est pas sortie, véritablement. À la rigueur, j'ai envie de dire, je m'en suis mieux sortie qu'elle. Alors, bien sûr, vous allez me dire, j'ai pas été violée par mon père. On se reconstruit pas de la même manière, hein, quand on a été violé par son propre père ou sa propre mère, on ne se reconstruit pas de la même manière que si on a été violé un agresseur autre, extérieur à la famille. Mais attention, c'est difficile aussi, hein. Donc, si vous m'avez suivi dans les précédentes vidéos, voilà, vous savez que j'ai aussi vécu le viol et que, bon, j'en parle librement. Pour moi, c'est plus simple aujourd'hui de m'exprimer sur ma propre expérience. Mais voyez que quand je parle de conséquences directes ou indirectes, ce qu'a vécu ma mère, quelque part, a été transmis dans les gènes. J'ai moi aussi vécu le viol. Alors bien sûr, il n'a pas été caractérisé par, par un proche, par mon père ou un oncle, mais par quelqu'un d'extérieur, un ami à ma mère notamment. Et ce qu'il faut entendre, enfin ce qui est important d'entendre, c'est que l'homme qui a abusé de moi, je l'ai tout de même mis dans une étiquette où je l'appelais papa substitut. Alors j'avais fait une interview à l'époque avec, elle s'appelait Lucie Robin, où elle interviewait elle m'interviewait sur mon histoire parce qu'elle, la concernant, elle faisait une émission sur la résilience. Et je trouvais que mon histoire pouvait faire partie des témoignages de son émission. Bon, à ce jour, elle a effacé la chaîne et donc les vidéos, l'histoire. Je referai moi ma vidéo personnelle où j'expliquerai plus ou moins en détail, sachant que j'écris mon livre témoignage sur ma propre histoire. Et justement, je voudrais faire cette parenthèse où cet aparté où tout de même je parle de papa substitut pour cet homme-là qui finalement n'est pas un papa substitut, ne l'a jamais été, ne le sera jamais et est arrivé au bout où voilà, j'ai été abusée sexuellement par lui et par toute une manipulation, par toute une perversion autour, hein, parce que voilà, il a aussi les caractéristiques du pervers, comment on appelle ça, manipulateur narcissique. Donc voilà, c'est mis à part, voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais voilà, simplement pour dire que voilà, en termes de conséquences directes ou indirectes, j'ai aussi été impactée par l'histoire de ma mère. Alors ce qui est important, parce que moi je comprends deux choses, c'est lorsqu'on arrive à intégrer son trauma, lorsqu'on arrive à se reconstruire, lorsqu'on parvient à être dans la résilience, lorsqu'on parvient à faire quelque chose de notre trauma, on parvient à désamorcer la chaîne, on parvient à couper un chaînon, on parvient à rompre quelque chose qui continuait de se perpétuer. Donc pour moi, j'ai deux garçons. Je ne saurais jamais, je n'ai jamais expérimenté, l'approche avec une fille ou ma fille. Je me sens d'un côté rassurée d'avoir deux garçons, mais d'un autre côté, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, parce que ça se transmet quelque part, hein, parce que la mère ou la victime n'a pas pu se reconstruire, n'a pas terminé de se reconstruire, lorsqu'elle met au monde, elle donne naissance à des enfants. Et pour moi, en l'occurrence des filles, je remarque que pour les filles de mes tantes,
ou de mes oncles. Voilà. Il y a 6 filles dans la fratrie de ma mère. Elles ont quasiment toutes, la majorité ont donné naissance à des filles. Il y a quelques garçons, mais il y a beaucoup de filles. Parmi ces filles, donc mes cousines, en l'occurrence, il y a des filles qui ont vécu des traumas liés à l'homme, des traumas de violence. Parfois, c'est allé jusqu'à l'abus sexuel, parfois non. Est-ce que je peux dire ça s'arrête? Non. Mais comment dire, ça se traduit par une violence verbale, une violence physique. Enfin, je vais pas détailler là-dessus, mais je reviens sur le fait que dans la transmission de certaines choses, de certains traumas qui ne sont pas arrêtés, d'une certaine façon, ça se reproduit. J'ai perdu le fil, je sais plus ce que je voulais dire. Je regarde mes notes parce que du coup j'ai perdu le fil. Donc voilà, lorsqu'on parvient à rebondir, on ne perpétue plus les erreurs, on ne perpétue plus les traumas. Alors il y a des choses qui se révèlent dans l'inconscient, qui se font inconsciemment. Il y a des choses qu'on vit, on ne s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. Attention, c'est très complexe, très compliqué. Je dis ça moi aujourd'hui parce que j'ai le recul nécessaire pour en parler. J'ai cette force aussi de pouvoir l'exprimer. Peut-être le hurler, j'en suis pas là encore, mais je veux dire, voilà, pour l'expliquer. Ce que je remarque, en tout cas, pour nos mères qui ont été victimes à un moment donné, qui encore aujourd'hui se complaisent dans cette situation de victimisation, inconsciemment, attention, en partie, et en autre partie, il y a quand même des choses conscientes. Leurs enfants ou leurs filles vivent plus ou moins des choses, des traumas du même ordre. Leurs propres enfants, pareil, sont aussi amenés à vivre des choses dans la même dimension. Alors pour les filles, ça va être rencontrer des pervers narcissiques, rencontrer des violeurs, rencontrer des hommes qui ne respectent pas la femme. Quant à la progéniture garçon, ça va plutôt être, en tout cas moi, ce que je remarque, pour moi, dans mon expérience, les garçons, ce sera plutôt des hommes qui vont avoir une colère viscérale tellement enfouie par ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, par ce qu'ils ont vécu par le biais de ce père. Quelque chose d'enfui. Alors soit ça va finir par être des hommes qui sont malades tout le temps, malades chroniques, des victimes de la maladie, des loques. Excusez-moi le terme, mais voilà, c'est pas leur faute. D'une certaine manière, ce n'est pas de leur faute. Ça va être aussi des hommes qui ont une telle colère, violence en eux, qui vont justement avoir pour partenaire des femmes qui, elles aussi, ont été victimes à un moment donné d'harceleurs, de violeurs, de pervers, ou peut-être de pères abuseurs. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, de prendre en considération dans la généalogie ou dans le transgénérationnel, lorsque on ne rebondit pas dans une situation traumatique, ou qu'on n'a pas intégré complètement les blessures, qu'on n'est pas allé au bout du travail, on va être amené à rencontrer des partenaires, des conjoints, des conjointes qui ont quelque part ou la même blessure, on va être dans une même énergie. Il y a quelque chose à penser de la même manière, à penser PAN. Dans mon histoire, j'ai rencontré le père de mes enfants. Regardez pour vous, dans l'histoire de votre partenaire,
qu'est-ce qui se déroule comme secret, qu'est-ce qui se trame comme difficulté. Par rapport moi à mon partenaire, il y a aussi la problématique du viol. Donc il n'y a pas, moi je dis toujours il n'y a pas de hasard, hein, mais après c'est quelque chose qui s'explique au niveau, comment dire, sur le plan psychologique, transgénérationnel, psychogénéalogie, ce sont des choses qui s'expliquent. Hein. Voilà, dans l'histoire de mon partenaire, il y a aussi la trame viol. Il y a aussi donc pour lui, voilà, il va aller vers une femme qui a été victime, qui est victime ou qui a été à un moment donné victime. Et alors pour moi, dans la caractéristique, j'ai peut-être quelque chose à travailler, à m'interroger sur justement l'image de l'homme, l'identité de l'homme qui a été soit tellement blessé qu'il ne se sent avoir aucune confiance en lui, il s'auto-sabre, il se victimise, il se renforce dans la maladie, le maladie aussi, et ou alors voilà, ce sera plutôt la caractéristique de l'homme violent, l'homme irrespectueux qui va violenter sa compagne, etc. Bon, je vous rassure, je ne suis pas violentée. Donc vous avez compris l'autre versant de l'histoire. Bref, un point d'humour, mais c'est un sujet sérieux, je n'en rigole pas. Au contraire, j'ai très envie que tout ce qui parle de victimisation, de trauma soit mis au grand jour, soit mis au grand jour, parce que mythe, ce n'est pas un mythe, je ne veux plus que ça soit un mythe en fait, mais moi, Olivia, toute seule sur Terre, je suis qu'un petit point dans l'univers parmi d'autres, et à ma façon, j'apporte à mon tour mon grain de sable. Hein. Voilà, alors oui, il y a des associations, alors oui, il y a des groupes, alors oui, il y a des mouvements qui se passent autour du viol, autour de tout ça. Cela dit, pour moi, ça reste encore toujours tabou. Je prends l'exemple de mon expérience. Parler de mon grand-père maternel comme un pédophile ou un violeur, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas être entendu de la plupart de mes tantes, de la plupart de mes oncles. C'est pas un sujet dont je vais pouvoir parler librement avec chacun d'entre eux. Donc mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, c'est quelque chose de très compliqué encore, donc ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de tabous, il y a encore beaucoup de non-dits, qu'il y a encore beaucoup de choses sous-jacentes à exprimer afin de briser la chaîne, afin de finir quelque chose à cette histoire. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais encore dire Alors, il est vrai qu'avec ce grand-père, je n'ai jamais eu, enfant, hein, de souvenirs très particuliers. Hein. Le peu de souvenirs, c'est peut-être une dizaine de souvenirs que j'ai de ce grand-père. Lorsque nous allions en visite chez lui et chez ma grand-mère, je me souviens toujours, il était assis à cette grande table en train de regarder les infos à la télé, il mangeait, il avait son assiette, son petit verre. Et puis il avait toujours un petit oreiller devant lui et puis il se mettait comme ça et il regardait voilà la télé. Et j'allais lui dire bonjour. Ce dont je me souviens, c'est que mon corps n'a jamais été à l'aise en face de lui. Donc c'est que déjà enfant, dans l'inconscient, dans ce qui se passait autour, dans les énergies, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas net, de pas normal. Donc je devais aller dire bonjour, voilà, c'était tout. Je parlais pas plus. Il parlait italien, voilà, il était d'origine italienne, avec ma grand-mère ou avec les tatas, les tontons. Et je me rappelle aussi que j'aimais beaucoup jouer à la pâte à modeler. Quand j'allais un jour ou deux, je ne me rappelle plus, chez eux,
il me taquinait toujours avec la pâte à modeler. Et puis, je me souviens qu'il m'a appris 2-3 mots en italien. Et ça m'est resté très longtemps. D'ailleurs, je me rappelle que c'est un mot, je vais étudier pourquoi aussi, mais le mot chaussure, les scarpe, c'est quelque chose, c'est lui qui m'avait appris ce mot-là. D'ailleurs, je garde en esprit que voilà, c'est chaussures. Chaussures, hein, enfin voilà, il y a beaucoup de symbolique sur la chaussure. Hein, bon, enfin voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, c'est ce dont je me souviens. Et ce dont je me rappelle aussi, c'est qu'il était toujours, on parlait de lui, on parlait toujours d'un Arthur dans la famille. Jusqu'au jour où j'ai compris que, en fait, c'est lui qu'on surnommait comme ça. C'était pas son prénom, hein, mais on le surnommait comme ça. Et je comprenais toujours dans les discours qu'il était un peu diabolisé. Je comprenais pas pourquoi. Alors pour plusieurs raisons, hein, mais voilà. Ensuite, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que ma grand-mère, dans tout ça, où était-elle? Que faisait-elle? Eh bien, elle faisait l'aveugle. Elle avait des œillères. Hein. Elle savait ce qui se passait pour ma mère. Elle savait que son mari, j'ai l'émotion, c'est atroce là, que son mari, que le père de ses enfants, de ses filles notamment, se lever la nuit et aller dans la chambre, notamment de ma mère. Enfin voilà, pour moi il y avait autre chose aussi. Elle le savait, mais voilà, elle n'a jamais réagi. C'était elle ou ses filles. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important. Hein, parce que dans ma lignée de femmes, du coup, il y a une femme qui est notamment ma grand-mère maternelle, mais qui voilà avait des œillères. Donc, dans ce que ça véhicule aussi, énergétiquement, dans la lignée de femmes, c'est on veut pas voir, hein, je veux pas voir, je veux rester figée sur mon positionnement et je ne démords pas et je veux surtout pas être en conflit. Donc, c'est quelque chose que nous, les femmes, dans cette lignée-là, nous pouvons avoir développé, avoir mis en avant. On préfère se mettre des œillères, pas entendre, pas en parler parce que ça fait mal, parce qu'on souffre, parce que ça met dans la douleur, parce que ça demande à être honnête, franc, ça demande à être sincère, ça demande à être vrai, ça demande à être authentique et à reconnaître qu'on a pour père tel père, pour mère telle mère, pour grand-mère telle grand-mère, pour grand-père tel grand-père. Alors oui, pour moi, c'est compliqué, c'est difficile de dire que voilà, mince, mon grand-père, je dois le dire, est pédophile, a été pédophile et est un violeur d'enfants. Voilà ce que je dois dire, voilà ce qui est difficile à dire. Vous voyez que pour m'aider aussi à faire cette vidéo, j'ai sa photo d'identité sous les yeux là et je suis pas à l'aise, je suis pas en accord, je suis en colère, je suis pas en accord avec ça parce que bien sûr je me dis euh, mais mince, si t'avais agi autrement, si t'avais été autrement, si t'avais été quelqu'un d'autre, ma mère n'aurait pas vécu ce qu'elle avait vécu. Si ma mère n'avait pas vécu ce qu'elle avait vécu avec toi, elle aurait été une autre femme, elle aurait été une autre mère pour ses filles, elle aurait été autre chose pour moi, elle aurait véhiculé d'autres choses pour moi, elle aurait, elle m'aurait éduquée autrement, elle, elle m'aurait peut-être pas frappée comme elle m'a frappée. Elle m'aurait pas tiré les cheveux à me créer des bosses en sang sur la tête. Elle m'aurait pas frappée avec des cuillères en bois. Elle m'aurait pas insulté de tous les noms. Elle m'aurait pas traité de pute. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est violent, c'est très violent. Je le dis parce que je l'ai intégré, je l'ai compris. Alors oui, moi aussi, j'aurais eu une vie différente. Alors moi aussi, j'aurais été autre chose, j'aurais fait autre chose, j'aurais compris d'autres choses. J'aurais peut-être eu d'autres difficultés, des différentes sans aucun doute. Mais bon, voilà. Comment définir à ce moment-là le lâcher prise et intégrer l'histoire?
Ben là, je lâche prise. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux faire de ce passé? Mais rien, rien. Mon grand-père est ce qu'il est, ce qu'il a été. Ses actes ne sont pas du tout cautionnables, ses actes ne sont pas du tout acceptables, ses actes ont été destructeurs. Voilà, ok, ok. Ma mère a été ce qu'elle a été, ma mère a eu les attitudes qu'elle a eues avec moi et mes sœurs. Elle vit ce qu'elle peut aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut aujourd'hui avec tout ça. Ce n'est pas sans peine et sans souffrance et sans colère que je la vois vivre, que je la vois évoluer à son rythme. Parce que je me dis, mince, tu pourrais faire tellement plus, encore aujourd'hui, tu pourrais faire tellement mieux. Et la colère remonte pour elle, contre ce grand-père, contre ma grand-mère qui n'a rien fait, contre cette femme qui aurait pu se révolter, se rébeller. Alors bien sûr, il y a plein d'explications. Ce n'est pas sans peine que je vois ma mère telle qu'elle est aujourd'hui, dans ce qu'elle a vécu. Mais qu'est-ce que je peux, Olivia, moi, faire aujourd'hui? Désolée, je voulais pas qu'il y ait de l'émotion. Je ne peux que vivre pour moi dans ce que je ressens et dans ce que je suis. Parce que effectivement, s'il n'y avait pas eu tout ça, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Alors, c'est pas sans souffrance, pas sans douleur, mais peu importe, je fais en sorte de trouver ce qui est mieux, toujours mieux, de trouver ce qui est positif dans la vie, dans ma vie, dans tout ce que je vis. D'ailleurs, je ne sais plus je sais plus si c'est Confucius, peut-être Bouddha, je sais plus, qui dit que pour chaque chose vécue, il y a du positif. Alors, dans les circonstances actuelles où on parle d'un virus qui nous empêche de respirer, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Posons-nous la question. Alors moi personnellement, j'ai des tas de plus, mais je vais pas m'étaler, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, moi je décide de ne pas me laisser empiéter par mon vécu, par mon passé, par ce qui a été passé. C'est peut-être simple à dire, c'est pas simple à faire, ça n'a pas été simple. Donc pour vous aussi, victimes, des personnes qui se complaisent encore dans leur situation, j'y arrive pas ci, j'y arrive pas ça, j'ai vécu telle chose, j'ai vécu tel trauma. Il y a parfois, j'ai beaucoup de compréhension pour ces victimes, j'ai beaucoup de compréhension pour les victimes. Et d'un autre côté, j'ai parfois la colère parce que je me dis, mais mince, bouge tes fesses, il y a quelque chose à faire. Tu ne vois pas que tu peux faire ça ou ça, ou que tu peux pas être ça ou ça. Tu es en train de cultiver ta souffrance. Tu es en train de cultiver un souvenir qui est passé sur lequel tu n'as plus mise, sur lequel tu n'as plus pouvoir. Alors, quant à faire, eh bien faire en sorte que tout ça, ouf, on y met de la légèreté, non pas qu'on oublie, on peut pas, il y a des choses marquées, ancrées, on peut pas, pour moi, il y a encore des choses qui ressurgissent, il y a encore des traumas, parmi les traumas que j'ai vécus, il y a encore des choses que je redécouvre, que je découvre. Voyez, pour moi, ce n'est pas complètement fini non plus. De parler de ce grand-père, c'est compliqué. D'accepter que j'ai ce grand-père-là, c'est compliqué, ou cette grand-mère-là, c'est compliqué dans ce qui a été traduit. Mais peut-être moi, ce qui me secoue davantage, c'est ce qui est compliqué, c'est le là, ici, maintenant, au présent. Quand je vois, quand j'entends autour de moi ce qui se passe, alors chacun a son rythme. Peut-être que, voilà, pour ma mère, elle finira cette vie-là en ayant cette étiquette de victime, qu'elle a été victime, qu'elle sera toujours victime, qu'elle restera victime. Elle vit actuellement des choses de son appartement, de son propriétaire, etc. Fut un moment de son travail, mais là, il est à la retraite, des choses compliquées, mais toujours dans un statut de victime. Pourquoi la vie vous représente des choses?
et encore, on dit toujours on vous présente le même menu avec des plats différents, c'est pas le même fond, enfin c'est le même fond mais pas la même forme, pardon. C'est bien qu'il y a quelque chose dont auquel vous vous accrochez toujours, c'est bien qu'il y a quelque chose qui vous retient, alors c'est quelque chose de conscient, d'inconscient, hein, c'est pas pour blâmer, hein. Ma vidéo est un peu trop longue là, mais j'espère que vous pouvez l'écouter jusqu'au bout. Mais voilà, c'est simplement pour dire, c'est important de parler de nos traumas, c'est important de le faire savoir à nos enfants. J'ai des cahiers remplis de vidéos aujourd'hui. Mes 2 garçons, un jour, ils ne sont pas à l'abri de tomber sur des prédateurs parce que dans ma lignée et quelque part dans la lignée de leur papa, il y a eu des prédateurs sexuels. Ils ne sont pas à l'abri de tomber sous la coupe d'un prédateur sexuel. Ils ne sont pas à l'abri non plus d'être, eux, quelque part dans une telle colère, une telle pulsion et peut-être être face à des femmes vulnérables, victimes, etc. Donc je comprends au mieux ce que j'ai vécu pour moi ensuite pouvoir leur donner des clés, des bagages nécessaires pour qu'ils entendent, qu'ils intègrent le respect, l'humilité, la compréhension, l'amour, ce que c'est que la victimisation, ce que c'est qu'être victime. Je leur donne des clés pour comprendre la colère, parce que tous ces éléments sont nécessaires pour ne pas les transporter avec nous constamment. Si vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas la colère ou la peur, on n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc c'est important de l'intégrer, de savoir maîtriser à un moment donné finalement ces émotions. Ça ne veut pas dire les maîtriser au point de les canaliser, au point de ne pas les laisser s'extérioriser. Non, c'est les maîtriser dans leur ampleur, les maîtriser de A à Z. Qu'est-ce que c'est la colère? Comment je me sens quand je suis en colère? Comment je me sens dans mon corps? Quelle partie de mon corps réagit lorsque je suis en colère? Qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand je suis en colère? Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? Je vous l'avoue, j'ai eu des pulsions meurtrières. J'avais envie de tuer l'agresseur. Ou plus tard, dans des situations où je rencontre un homme que j'aime et puis qui me quitte, j'avais par passion, par instinct, par pulsion, j'avais envie de le tuer. Bon, voilà, c'est difficile et compliqué de reconnaître ceci. Pourquoi je vis ça? C'est bien qu'il y a quelque chose antérieurement qui fait que on peut bien entendre que symboliquement, une femme meurtrie, violée par un homme a envie de tuer cette image d'homme, a envie de tuer définitivement ce que représente l'homme, parce qu'il se présente à elle dans la noirceur et dans le côté ombre, et c'est ça qui est compliqué pour une femme violée aussi, c'est ensuite de vivre des vies avec des partenaires, leurs maris, leurs conjoints, des partenaires différents. C'est ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, ces sentiments-là de trauma ressurgissent et se remanifestent. On va pas comprendre dans le couple ce qui se passe, parce que tout à coup, l'autre a eu un moment, une attitude qui a réveillé peut-être cet instinct meurtrier, hein. Enfin, je parle de moi, pour moi. Bon, j'ai jamais tué personne, cela dit, mais voilà. C'est pas l'envie parfois qui me manque face à des hommes, justement, qui se montrent très irrespectueux, mais enfin, violents verbalement, et puis qui me tutoient facilement, qui m'agressent en m'insultant, voilà, parce qu'ils ont envie, hein. Enfin, je dis parce qu'ils ont envie, non, c'est parce que je leur fais juste savoir que, par exemple, ils sont stationnés à un endroit dans ma résidence qui n'ont pas, et que voilà, moi j'ai besoin de me stationner là. Ils ont à partir de cette place qui est en fait la mienne, enfin celle de ma voiture en l'occurrence. Donc vous voyez, dans la symbolique, c'est intéressant aussi, c'est que laisser un homme prendre sa place de femme pour le coup, hein, parce qu'on parle de viol, de femme, etc.
Donc, et de mon histoire et de des femmes qui sont impactées dans ma lignée, etc. Et dans le déni de mes femmes, de ma lignée, dans ce déni encore et encore qu'elles ont été victimes et qu'aujourd'hui, certaines vivent la victimisation comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose même de dû à une victime à un moment donné dans le profil. On leur doit respect, on leur doit ceci, on leur doit cela. Oui, mais à condition de vous respecter vous-même, victime, hein, à condition de faire preuve d'honnêteté face à vous-même, d'authenticité face à vous-même, à condition que vous reconnaissiez cette colère antérieure, que vous reconnaissiez ce trauma et qui vous êtes, qui vous avez été au moment du trauma, comment vous n'avez pas pu agir autrement. Donc voilà. Je vais terminer la vidéo parce qu'elle est trop longue et j'ai vraiment pas envie que vous décrochiez, mais bon, voilà, j'ai fait au mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi, écoutez jusqu'au bout si tel est le cas. N'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un mail, à me contacter, liker ou non, commenter ou non. Partagez, faites suivre. Parlez, communiquez, divulguez, exprimez vos ressentis, restez vous-même, soyez centrés, restez centrés, voilà. Merci, bye bye, à bientôt.